coup, dans les documentaires, tu en as fait pas mal liés au sport. Donc, pour dire rapidement, tu as fait celui de Tony Parker. Hors sport, tu as fait un documentaire sur Maître Gims. Je me souviendrai toujours du moment où Kobe Bryant est rentré dans la pièce. J'avais vraiment l'impression à certains moments de réaliser 8 documentaires en même temps. Oui, comme tu l'as sûrement compris avec le titre, j'ai eu la chance d'échanger avec un directeur de documentaire qui a notamment été dans la réalisation du documentaire de Karim Benzema, Tony Parker, Maître Gims et plein d'autres. Je trouvais ça vraiment cool de découvrir ce métier dont on ne connaît presque jamais les réalisateurs et qui pourtant font des films ou séries que nous, fans de sport, aimons regarder. Si tu aimes ce genre de format interview podcast, comme tu le sais, le meilleur soutien c'est l'abonnement à cette chaîne YouTube, d'aimer ou commenter cette vidéo pour qu'on puisse échanger ensemble. Bonne vidéo! Bon, salut Florent Baudin. Du coup, très, très heureux d'échanger avec toi pour parler de ton métier. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais me le définir? Parce que j'ai vu sur les réseaux que des fois, tu dis que tu es directeur de documentaire, auteur aussi. Enfin, j'ai l'impression que ton activité est très polyvalente et globale. Toi, comment tu définirais ton poste et surtout, qu'est-ce que tu fais en fait dans ton métier? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est super sympa de pouvoir discuter comme ça et d'échanger sur nos passions communes. Pour parler de moi, c'est toujours un poste un petit peu ambigu quand on fait des documentaires parce qu'on peut venir de plusieurs écoles. Et moi, j'estime venir de l'école du journalisme parce que c'est celle que j'ai suivie. C'est là que j'ai fait mes études en journalisme. Certains réalisateurs de documentaires viennent des écoles de cinéma. En tout cas, moi j'ai suivi la voie du journalisme avec différentes expériences à la télévision, notamment chez TF1 pour l'émission Téléfoot, où j'avais pris goût, on va dire, au magazine, au reportage, qui me faisait dire que il y avait peut-être la possibilité de faire un peu plus long, un peu plus profond, d'aller encore plus loin. Et je savais que voilà, j'étais déjà un passionné de reportages sportifs et de documentaires, mais je savais que je voulais aller vers le long format. Je savais pas si j'en avais la capacité. Et puis voilà, à des moments, il faut savoir prendre sa chance et sauter le pas. Et donc voilà, j'ai réussi à faire ce que j'aime vraiment, mais je me considère encore comme un journaliste réalisateur de documentaires, si ça répond à ta question. Et du coup, dans les documentaires, tu en as fait pas mal liés au sport. Donc, pour dire rapidement, donc tu as fait celui de Tony Parker. Hors sport, tu as fait un documentaire sur Maître Gims, donc les deux sur Netflix. Récemment, j'ai vu aussi du coup la sortie de ton, je pense, tout dernier, sauf si vraiment t'en fais énormément, mais ton tout dernier, donc avec France 2 ou France Télé d'ailleurs, je pense que c'est grosso modo la même entité, mais qui s'appelle Champion. Donc du coup, on va en parler plus en détail, mais qui a pour but de suivre 8 athlètes à l'INSEP dans les coulisses pendant plusieurs mois en interne dans les coulisses avec eux pour comprendre leur quotidien. Tu me parles justement de formation. Spontanément, tu m'as parlé de journalisme et spontanément, j'ai envie de te poser la question, est-ce que justement la partie technique documentaire t'as pas manqué au départ? Comment t'as fait finalement pour prendre en compétence là-dessus aussi? Bonne question, très bonne question, parce qu'il y a plein de gens qu'on rencontre dans ce milieu et même si tu écoutes un peu des podcasts ou des interviews d'autres réalisateurs de documentaires, ils sont un petit peu tous dans la même situation où en se posant cette question, est-ce que au final je sais ce que je fais, est-ce que je suis crédible dans le poste que j'occupe, le fameux syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce qu'il n'y a pas vraiment de formation pour faire du documentaire. Comme je disais, on peut y arriver par plusieurs chemins. Et puis c'est quelque chose qui est un peu redevenu à la mode avec l'émergence des plateformes qui ont offert un accès incroyable au documentaire et qui est redevenu quelque chose qui plaisait aux gens et notamment aux jeunes. Je parle surtout des documentaires musique et des documentaires sportifs. Donc il a fallu en fait réinventer un petit peu l'écriture de documentaires. Avant, on pouvait se dire qu'il y avait voilà des documentaires un peu arty qui passaient au cinéma, qui étaient axés, qui étaient destinés à des personnes, on va dire un peu éduquées au cinéma, ou des documentaires, on va dire un peu plus difficiles à suivre, un peu voilà le fameux documentaire pour la sieste
du dimanche après-midi qui passe sur certaines chaînes avec je sais pas, des animaux et c'est d'ailleurs il y en a qui sont géniaux, hein, je critique pas du tout, mais c'était un style qu'il fallait réinventer. Et donc on s'est retrouvé un peu au milieu de ce truc-là et je pense que quand on vient de la télé et du sport comme moi, finalement on est pas mal armé pour ce genre de truc, c'est-à-dire que on a quand même une certaine idée de ce qui marche et donc c'est modestement en se nourrissant de toutes ces petites influences qu'on arrive à construire son style. Et évidemment, on est accompagné par des boîtes de production, notamment celle à laquelle j'appartiens, Black Dynamite, avec des producteurs qui ont plus d'expérience, qui nous dirigent et qui font aussi, eux, leur métier, c'est-à-dire de produire, c'est-à-dire de guider, de conseiller et de nous emmener sur le bon chemin. Et toi, moi, la question que je me pose aussi, tu vois, c'est que à un moment donné, donc, t'es journaliste et finalement t'évolues, tu prends un virage, parce que je pense que c'est quand même un virage de bien partir sur le documentaire, se spécialiser, t'as quand même, entre guillemets, des responsabilités quand on met en place, quand on construit petit à petit un documentaire comme ça. Comment finalement tu passes de je suis journaliste, j'ai une formation de journaliste et je connais mon métier parce que je le pratique, à on me donne un jour une responsabilité, entre guillemets, pour réaliser un documentaire? Ben, par étapes, tout simplement. Moi, le premier documentaire sur lequel j'ai travaillé, c'est le documentaire sur Karim Benzema pour Canal+ et Netflix par la suite, le cas Benzema. Je suis arrivé dans le projet au tout début du tournage en tant que journaliste de renfort. C'est-à-dire que moi, j'allais continuer à faire à peu près le même métier que je faisais avant, c'est-à-dire organiser des interviews, poser des questions, euh, suivre entre guillemets ce qu'on me demande de faire et essayer d'apporter avec mes recherches, avec mon travail, avec mon enquête entre guillemets un maximum de réponses. Et puis il s'est trouvé que dans le cheminement, pour plein de raisons, j'ai euh, j'ai reçu cette chance de devoir et de pouvoir co-réaliser ce documentaire. Et donc, ça a été assez naturel et peut-être que je m'en suis pas vraiment rendu compte, même au début. Pour moi, c'était assez naturel de travailler comme je l'ai fait. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait une vraie différence. Et après, on m'a confié un vrai documentaire à faire seul. C'était un documentaire sur le stand-up que j'ai fait sur Canal+, pour Canal+ aussi, qui s'appelle Get Up Stand Up. C'est un documentaire qui s'intéresse à la naissance du stand-up en France, un mouvement qui est, qui est venu des États-Unis et qu'on a essayé d'adapter en France avec pas mal de succès. Et donc là, j'étais seul avec le chemin devant moi, comment j'allais raconter ce truc-là, qui était encore une fois compliqué, mais pas vraiment compliqué, car il s'agissait de faire. Moi, j'ai toujours pris comme ça au début, de faire un long sujet de 1 heure et demie, quoi. Au lieu de faire un d'une minute 30, il fallait en faire un d'1 heure et demie. Et, et justement, donc j'en ai très rapidement parlé. Donc le dernier en date, c'était donc ce document sur l'INSEP où donc je le disais, vous avez, parce que t'es pas seul heureusement, parce que sinon je pense qu'on en aurait pour longtemps, mais vous avez grosso modo suivi 8 athlètes de l'INSEP, donc aussi bien hommes, enfin jeunes, hommes ou femmes, garçons ou filles. Déjà, quel est l'objectif de ce documentaire pour mieux comprendre et aussi comment elle est arrivée, cette opportunité? Est-ce que dans ces cas-là, c'est vraiment France Télé qui vient, qui te dit on aimerait faire ça? Est-ce que c'est même toi qui as proposé? Je sais pas si ça se passe comme ça parfois. Comment ça s'est passé? Ça peut se passer dans ces deux sens-là. Là, ça a été encore une troisième voie qui a été prise. Okay. C'est en fait le producteur, le directeur de Black Dynamite, qui est producteur donc de la série, Eric Enzo, est lui aussi un ancien journaliste sportif. Il a notamment travaillé longtemps à Stade 2. C'est un amoureux de l'olympisme, des sports olympiques. Et il a toujours eu cette envie, ce rêve d'aller filmer, d'aller témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de l'INSEP au niveau de la préparation, qu'on puisse rendre en fait un portrait de cette jeunesse qui s'entraîne un peu dans l'ombre, quand on sait que il y a d'autres sportifs qui sont beaucoup plus mis en avant.
Et donc, il a proposé cette idée à France Télévisions et à l'INSEP, car pour nous, la clé, c'était vraiment que l'INSEP puisse nous accompagner dans ce projet pour qu'on puisse être vraiment au cœur du réacteur. Et donc, c'est des discussions et c'est des tractations qui sont longues à mener, avec beaucoup d'écriture, avec beaucoup de papier noirci pour essayer de montrer aux deux parties ce que vraiment on voulait faire avec cette série. Et donc le but, voilà, c'était de faire le portrait d'une jeunesse française en 2021 à travers le sport. Donc c'est pas forcément des gens qui sont très connus, c'est pas forcément des gens qui sont très suivis ou qui sont des vedettes aujourd'hui, mais ils risquent de le devenir très très vite pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est leur objectif à tous. Et donc c'est ça qui nous intéressait, c'était de prendre le sport comme une espèce d'excuse finalement pour aller vers un portrait de jeunes ados qui ont en revanche des vies extraordinaires. Et donc quand on m'a proposé, quand Eric Enzo m'a proposé de réaliser cette série documentaire, j'ai trouvé ça génial. Et là, tu viens de me parler d'écriture, là, dans ton explication. Moi, je me pose la question parce que, en fait, dans ce que tu as fait avant, en dehors du fait du nouveau challenge du format série, etc., j'ai l'impression que un documentaire de Karim Benzema ou de Maître Gims, etc., c'est un documentaire qui, entre guillemets, bon, c'est des gens quand même que tu as suivi, Maître Gims, je me rappelle, je l'ai vu il y a quelques temps, mais je me souviens que tu t'immisçais un peu dans ta vie, enfin, toi, ou grosso modo, l'agence de production. Là, j'ai l'impression qu'il y a 8 sportifs, et en fait, on sait pas du tout, entre guillemets, ce qui va se passer, parce qu'on sait qu'on va les suivre, c'est à l'INSEP, on a un lieu défini, et encore des fois, vous alliez un peu en extérieur dans le documentaire, mais comment on fait en fait pour écrire un truc où on sait pas du tout si sur 8 athlètes, il y en a peut-être 3 qui vont se blesser. Comment on anticipe un scénario? C'est une très bonne question encore une fois, et c'est tout l'art du documentaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, il faut avoir une vision globale de ce qu'on veut raconter, des grandes lignes qu'on veut raconter, et puis après il faut s'adapter en cours de route, en essayant. On peut toujours essayer d'imaginer ce qui va se passer. On peut se dire qu'il y en a un qui va exploser, qu'un autre va se blesser, ou que en se disant ça va forcément arriver. Peut-être que ça arrivera pas, mais en tout cas il faut prévoir des cases pour que ça arrive. Et donc, quand on écrit des dossiers de vente, on appelle ça pour présenter aux diffuseurs ou aux personnes qui nous accompagnent à la production, ou coproduction, on essaie de raconter cette trame-là. Mais évidemment, une fois qu'on est lancé dans la saison, il faut s'adapter à tous les événements. D'autant plus cette année avec le Covid, qui nous a empêché parfois d'aller tourner ce qu'on voulait tourner, qui nous a bloqué certains accès, mais ouvert d'autres, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, les parents de Chérine Boukli l'auraient peut-être accompagné à Prague pour ses premiers championnats d'Europe. Donc on n'aurait pas eu cette séquence, voilà, sans trop spoiler pour les gens qui n'ont pas vu la série, mais des parents qui suivent à distance la compétition de leur fille et qui créent finalement une dimension émotionnelle très forte, et c'est ça qui est très intéressant dans le documentaire, je pense. Donc voilà, je le dis souvent, dans le documentaire, la liberté vient de la contrainte finalement. Nous-mêmes, on pouvait pas aller à Prague. On a dû trouver des combines pour pouvoir filmer là-bas avec des gens qui étaient sur place, des gens qui faisaient partie des équipes de l'organisation de la compétition. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et donc on s'est reporté sur les parents. Ça, c'est un exemple parmi 50 autres. L'Australie, pareil, pour suivre Sacha, c'était toute une aventure pour pouvoir filmer là-bas. Mais on s'adapte et on avance, et surtout on a un cap, on sait ce qu'on veut raconter, et après il y a plein de petits événements qui vont nous arriver, et c'est à nous de décider si ça rentre dans l'histoire ou si ça rentre pas dans l'histoire. Et donc il faut avoir cette rigidité pour dire ça on s'en fiche, mais en même temps rester ouvert à tout pour ne rien s'interdire. Et donc tu disais que j'étais pas seul, c'est vrai, on a une grande équipe autour de nous, mais on se sent par contre souvent seul parce que il faut prendre des décisions sur 8 personnages, donc c'est suivre à chaque fois des années très très chargées pour 8 personnes. Donc j'avais vraiment l'impression à certains moments de réaliser 8 documentaires en même temps.
C'est Donc pas voilà. faux, hein. Mais ouais, je pense qu'on pourrait sortir à chaque fois un petit documentaire sur chaque personnage s'il fallait avec tout ce qu'on a tourné. Justement, ces athlètes, vous avez vu pendant plusieurs mois, j'imagine qu'au départ, on arrive, on écrit les scénarios, etc. Mais je pense que c'est hyper difficile d'imaginer ce qu'on va trouver. J'imagine qu'il y a eu pas mal de découvertes pour vous. Vous l'avez dit, pour toi. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sacrifices de ces jeunes-là qui choisissent quelque part un choix de vie, mais hyper jeune en fait. C'est comme une personne de 30 ans qui se dit tiens, j'ai envie de lancer ma boîte, sauf que des fois ils ont 10 ans, 15 ans et ils réalisent même pas en fait ce que c'est la vie professionnelle, etc. Finalement, qu'est-ce que tu retiens de ces mois d'immersion avec ces athlètes-là qui finalement sont des êtres humains un peu différents dans les choix de vie, quoi? Moi, je retiens surtout leur force mentale et leur maturité. C'est des jeunes qui savent où ils vont et qui ont des objectifs très clairs. Et j'ai essayé de me remettre à leur place quand j'avais le même âge. J'étais beaucoup moins doué en sport déjà, mais surtout j'avais, même si je connaissais un petit peu ce vers quoi je voulais aller, j'étais bien plus flou dans ma tête que je pense notamment aux jeunes gymnastes qui sont en première et qui ont déjà planifié leur vie jusqu'à leurs 21-22 ans, parce que ça marquera pour elles la fin de leur carrière de gymnaste au plus haut niveau. Moi, je me dis, c'est impressionnant quand je pense à Ousmane Dieng, le basketteur, qui a déjà un agent à 17 ans, qui doit prendre des décisions qui l'impliquent lui, mais qui impliquent aussi sa famille par rapport au choix de son club, qui est regardé par des grands recruteurs américains, qui est invité à aller à tel ou tel endroit, et en même temps qui est tiraillé par cette idée de est-ce qu'il faudrait pas que je reste en France parce que finalement je suis formé en France, et beaucoup de gens lui ont fait passer ce message-là aussi à l'INSEP, qu'on ne formait pas des jeunes pour qu'ils s'en aillent à l'étranger. Moi, voilà, quand tu as 17 ans et que tu as cette pression-là à gérer, puis ça pour d'autres aussi, hein, comme Sacha Zoya qui est devenu encore plus cet été le petit prodige de l'athlétisme français, mais quand on a autant d'attentes si jeunes, moi, je trouvais ça vraiment impressionnant, et de le voir d'aussi près avec des jeunes qui sont finalement normaux entre guillemets quand on est avec eux, parce que justement ils sont pas encore formatés à ce truc de caméra, de télé, d'avoir ce petit switch quand la caméra s'allume. Non, eux, ils sont pareils quand elle s'allume et quand elle s'éteint. C'est pas le cas forcément de tout le monde, surtout quand on est habitué aux caméras. Ouais, moi ça m'a impressionné de voir que c'était vraiment des gens qui faisaient ça par pure passion, parce qu'ils savaient pour la plupart qu'ils allaient galérer pour en faire vraiment un métier qui leur apporte de l'argent, et avec une détermination incroyable. Moi, c'est justement quelque part ce qui m'a marqué, quoi. On le sait par des parcours de vie, notamment dans le foot, où il y a quand même beaucoup de documentaires aujourd'hui, et on voit jeunes à chaque fois leur volonté. Et il y a autre chose aussi qui m'a surpris, moi, en regardant ce documentaire. On parlait tout à l'heure rapidement de l'aspect éducatif, qu'il y a des profs, il y a pas mal de personnel sur place. Et par exemple, il y a une scène aussi qu'on retient sans détailler plus, mais du fameux prof qui avait été tué dans l'actualité nationale, pas à l'INSEP, mais dans l'actualité, et que directement après, le lendemain, il y a une genre de réunion un peu globale où il y a plein de jeunes qui sont là avec des encadrants, ils parlent de ça, les jeunes s'expriment, des encadrants leur expliquent, et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu la force de l'INSEP qu'on retrouve peut-être pas assez, je suis pas expert en éducation nationale, mais qu'on retrouve peut-être pas assez d'extérieur. Est-ce que c'est pas aussi la force de l'INSEP, ça, d'arriver en dehors de la bulle sportive de performance, à arriver à créer une genre de bulle un peu où on suit quand même humainement les athlètes, quoi? C'est le but en tout cas de la direction menée par Gany Yalouz, là, qui va laisser sa place, parce que vous savez que à l'INSEP, les directeurs font les préparations d'Olympiade. Donc, il devait être là 4 ans. Il est resté une année de plus avec le Covid. D'accord. Et en tout cas, lui, voilà, c'était vraiment sa décision, et c'est vraiment les valeurs qu'il voulait transmettre. Ça a toujours été le cas et ça le sera encore. Mais voilà,
quand on l'a interviewé, et pour lui, c'était vraiment important d'avoir cet encadrement aussi au niveau des jeunes, surtout par rapport à leur famille, parce que il me l'a assez répété. Les parents viennent nous confier leurs enfants. Et puis, il faut pas oublier quelque chose, c'est que l'INSEP, ça représente la France aussi. C'est-à-dire qu'on forme des sportifs français. C'est l'école de la République, c'est l'école du sport et de l'excellence à la française. Donc, on est obligé aussi d'infliger et d'inculquer cette discipline intellectuelle aux jeunes qui sont ici, c'est-à-dire qu'ils sont ici, ils représentent la France. Et donc, quand on représente la France, on a besoin de la comprendre avec ses qualités, ses défauts. Et donc, voilà, l'assassinat de Samuel Paty, je trouvais que c'était intéressant de montrer la réaction de l'INSEP par rapport à ça, parce que c'est, entre guillemets, des choses qui vont les concerner plus tard quand ils seront des personnages publics, s'ils le deviennent, parce qu'ils devront réagir en tant que Français, en tant que porte-drapeau peut-être. Et donc voilà, c'est assez intéressant parce que en plus l'INSEP s'en cache pas, comme on le disait tout à l'heure, c'est un mini village et ce village-là, il a tous les problèmes de la société. Il a des problèmes de racisme, il a des problèmes d'agression, il a des problèmes de dopage, et il faut les gérer. Et ils essaient de le gérer du mieux qu'ils peuvent, mais voilà, je trouve que les jeunes, même s'ils étaient pas d'accord, parfois s'écouter. Déjà, je pense que c'est à chaque fois le bon départ quand dans une pièce des gens pas d'accord arrivent à s'écouter. Peut-être que certains hommes politiques pourraient prendre exemple sur les plateaux de télévision. En tout cas, voilà, ça crée l'espace du débat. Et je ne sais pas si ça a été fait dans d'autres lycées en France, j'imagine, mais en tout cas, en tant que athlète de l'INSEP qui représente la France, c'était une nécessité et un devoir pour la direction d'organiser ces moments. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu la série, c'était un intervenant extérieur qui venait discuter avec les jeunes de religion, d'intégration, ce genre de choses, de liberté d'expression, voilà les grands mots à la mode, pour les aider aussi à mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent. Et justement, je me rappelle que le premier plan avant d'intégrer cette histoire de moment où on comprend qu'il y a eu ce décès, etc., on voit un jeune sur son téléphone qui vient de se réveiller. Enfin, c'est grosso modo ça, la scène. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas toute l'année un mec qui le suit pendant sa nuit. Mais justement, j'aimerais savoir finalement comment s'organise un suivi à long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jour par semaine où il y a à chaque fois la même personne qui suit un athlète et qui, tous les mercredis, se donne rendez-vous avec lui. Enfin, comment, j'imagine qu'ils sont pas 35 heures par semaine avec eux. Comment ça se passe? Tu veux les secrets, ça c'est nos secrets de magicien. Ça. Non, il y a pas vraiment de secret, non. Ça dépend ça dépend du temps que tu as. Je vais parler pour ce projet-là. On aurait pu faire évidemment très différemment. Ça dépend évidemment du temps que tu as et de l'argent que tu as. Et du matériel dont tu disposes, parce que il faut savoir que quand on tourne un documentaire, souvent on fonctionne avec des sociétés de production qui vont engager sur la journée, comme pour le tournage d'un film, des chefs opérateurs, c'est-à-dire des caméramans, un chef opérateur, un assistant, voilà, ça dépend du budget, un preneur de son ou pas. Voilà, et dans ton budget pour ton documentaire, tu as un certain nombre de jours de tournage que souvent nous les réalisateurs on dépasse un petit peu parce qu'on est des mauvais élèves, mais voilà, il faut pour que tu rentres dans les clous de ton budget, tout est cadré comme ça. Donc évidemment, on pouvait pas suivre les jeunes chaque jour, surtout qu'ils étaient beaucoup. Même s'il y a plein de choses que vous avez pas vues, évidemment, la plupart des choses qu'on a filmées, vous les verrez jamais parce que c'est le jeu aussi. Mais on a essayé d'être malin parce qu'on n'avait pas un budget faramineux, et donc on était plutôt sur
imaginer en gros ce qu'on voulait et on s'organisait avec les différents athlètes pour les tournées. C'est-à-dire que on savait qu'on voulait un réveil avec Ousmane. Et ben un matin on allait faire un réveil avec Ousmane. On savait qu'on voulait Fanny qui travaille sur ses cours parce que elle n'y arrivait pas, et que c'était difficile en ce moment pour elle. Et bon, on a tourné cette scène-là. On a organisé nos journées un petit peu comme ça. Évidemment, la place à la surprise, là aussi, il faut pouvoir la saisir. Il fallait qu'on soit très présent aux entraînements. Il y a beaucoup d'images d'entraînement. Souvent, on a l'impression que c'est les mêmes, mais moi, j'ai insisté là-dessus parce qu'il pouvait toujours se passer des choses hyper intéressantes ou imprévues. Ça a souvent été payant quand Moreno pète l'arcade de Victor. Bah voilà, ça on peut pas l'écrire, et derrière, hop, on enchaîne sur l'infirmerie. Voilà, ça nous fait une entrée en matière qui est assez exceptionnelle. Quand Moreno voilà, encore la boxe, parce que j'ai la boxe en tête, est appelé dans le bureau de John, sans spoiler la série, mais voilà, pour faire un point sur la suite de la saison. Voilà, ça c'est tous des moments qui sont un petit peu arrivés de manière aléatoire. En revanche, quand on demande, quand on voit Moreno et Victor faire une partie de Baby-Foot, évidemment que c'est pas quelque chose qui a été pris sur le vif. C'est quelque chose qui nous intéressait, sans dire que c'est mis en scène, on s'en rapproche. Sauf que les dialogues sont pas écrits, évidemment. C'était juste qu'à ce moment-là, j'avais besoin que les deux hommes se parlent et fassent le point. Et on a trouvé un petit prétexte pour les mettre ensemble. Et puis après, on les laisse. Et voilà, c'est ça aussi. On fait aussi un film, on fait aussi quelque chose qui doit être mis en scène. Et parfois, dans le documentaire, on flirte avec cette limite. Quand on va tourner nos images dans les studios avec des néons, avec de la fumée, avec voilà. Là, on n'est pas dans le cinéma du réel. Là, on n'est pas dans le suivi. Là, on a envie de créer une image chose artistique. Voilà, qui peut nous permettre d'évoquer certaines émotions. Et moi, je voulais ces images-là pour qu'on puisse être encore plus dans la tête de l'athlète. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais 99% des interviews des athlètes, c'est simplement le son. Tu les vois jamais à l'image. Juste leur voix, en fait, qui nous guide. Et ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que ça te met tout de suite dans leur tête. Et voilà, pour parler de ces images de studio, je pensais que ça apporterait cette dimension un petit peu onirique qui pourrait nous aider à suivre le parcours des différents champions. Et c'est quoi pour toi, du coup, maintenant que tu as fait plusieurs mois et qu'il y a ce titre-là qui est champion, c'est quoi la différence entre un sportif et un champion, du coup? Moi, je vais rester sur la définition que donnent les athlètes dans l'intro. Hein. Je trouve que j'étais là au montage aussi, hein, donc ça veut dire qu'elle me convient aussi, je pense. Non, mais oui, le champion, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent tous en avant la dimension de sacrifice et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, on tombe, on se relève, et tant qu'on n'a pas l'objectif qu'on a coché, eh ben on n'est pas encore un champion. Et je sais que Sacha m'en a beaucoup parlé. Alors lui, il avait une définition très longue et tout ça, donc on l'a pas gardé dans l'intro, mais pour lui aussi, c'était une manière de vivre, c'est-à-dire que les champions, c'est pas forcément des chronos, des stats, c'est aussi des attitudes, une manière de se comporter, une manière d'être loyal envers soi-même, envers les autres. Et je trouve que voilà, c'est aussi une belle définition du terme champion.
Et j'imagine que ces documentaires-là, donc que ce soit celui-là, que ce soit tous les autres que tu as pu faire, on vit quelque chose d'hyper intense et en découle des anecdotes de choses qu'on voit pas forcément en tant que personne extérieure. Et c'est la beauté, hein, je pense aussi de ton métier où il y a beaucoup de choses qu'on voit et t'es fier, j'imagine, à la fin du résultat parce que il y a tout l'amont, il y a le pendant, il y a le montage, etc. Donc c'est des projets, à la fin ça finit. Enfin, je pense que ça doit être émotionnellement quand même fort. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote que tu as pu avoir, que ce soit sur ce documentaire-là ou grosso modo dans ton métier? Oui, bah, sur ce documentaire-là, il y en a une qui me vient en tête. Mais avant, juste, je voulais préciser que c'est vrai, tout ce que tu dis est très vrai, notamment pour ce projet-là, parce que c'était très rapide. Souvent les documentaires, on a le temps, entre guillemets, on a le temps de tourner des interviews, de tourner des séquences, de les monter. Voilà. Là, il fallait tout faire en parallèle pour sortir un programme de 4 heures finalement, c'est-à-dire presque 3 documentaires, quoi. Et en même temps tourner. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir de décembre, on a commencé à monter. Okay. Et il fallait qu'après qu'on continue. Moi, j'avais pas du tout ce rapport-là au temps, c'est-à-dire aller tourner des choses qui allaient être montées beaucoup plus tard et en même temps être en salle de montage avec mon monteur pour travailler sur et boucler des choses qu'on a tournées avant. Et donc, c'était tout le temps, voilà, je partais en tournage, j'étais dans le futur, je revenais en montage, j'étais dans le passé, et entre les deux, on était dans le présent. Et en plus de ça, à partir de janvier, on s'est installé à l'INSEP, donc dans le pôle audiovisuel de l'INSEP. Donc, on était tout le temps en contact des athlètes, ce qui a été un vrai plus pour nous, pour caler des séquences, pour parfois aller hop sortir une caméra et tourner juste le petit truc qui nous manquait, faire venir les athlètes pour faire une prise de voix au studio, son, pour faire une interview. On en a fait énormément des interviews, et en même temps avoir ce contact régulier avec eux à la cantine, prendre un café, le matin aller sur la piste d'athlé, voir qui est en train de s'échauffer. Ça quand on aime le sport, c'est un kiff énorme. Mais ça nous rendait aussi une facilité incroyable dans le travail. Donc pour ça, je remercie vraiment l'INSEP. Et j'ai pas oublié l'anecdote. On a beaucoup d'anecdotes de tournage. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Il y en a une qui est assez drôle pendant le tournage de l'INSEP. Et d'ailleurs qu'on a joué dans l'un des épisodes. C'est quand Sacha revient d'Australie, en fait. Donc je sais qu'il est là et je lui dis en fait de venir parce que je voulais mettre en boîte assez vite tous les portraits qu'on voit à la fin. Pour où il y a quelques lignes qui nous donnent des infos sur les prochaines échéances des différents athlètes, parce que je savais que c'était des choses qu'il fallait tourner de belle manière, parce que ça serait les derniers plans de tous les athlètes dans la série, donc il fallait un petit peu de préparation et tout ça. Donc je lui demande de venir. Et j'avais repéré le lieu et tout ça, on avait mis en place les lumières, les caméras. Et puis quand il arrive en skate, et tout. Je dis, putain, génial. En plus, il change beaucoup de coupe de cheveux, Sacha. Là, il avait des cheveux blonds. Je dis, voilà, c'est super beau, c'est super. Donc, on fait la séance. Comme un peu une séance photo. Voilà, c'est les derniers plans de la série. Après, je lui dis, on va faire des images de toi en skate. Parce que c'est magnifique. Il faisait super beau à l'INSEP. On était au mois de mai. On va faire des images de toi dans l'INSEP. Donc, tu vas aller devant. Donc, on le dirige pendant une dizaine de minutes. Et là, il tombe nez à nez avec son coach Dimitri qui sort d'une réunion dans l'INSEP. Et là, moi, j'apprends en fait que Sacha, il a pas le droit de faire du skate. Ok. donc ça, on l'a joué un petit peu dans le truc. Et ça nous fait rire parce qu'on se dit, bon, voilà, Dimitri, ça fait presque 1 an maintenant qu'il nous connaît, qu'il nous voit aux entraînements et tout ça. Donc, parce que Sacha s'est évidemment défaussé sur nous en disant non, mais CVE, c'est pour le tournage. Et tout ça. Donc, il y a pas eu de drame, mais ça a montré 2 choses. Ça a montré, que Sacha, c'est un sportif incroyable, mais ça reste aussi un ado australien à moitié, donc qui aime tout ce qui est sport de glisse, le surf, le skate et tout ça. Et ça montre aussi qu'on était super bien intégré à l'INSEP, parce que je pense que si c'était une équipe de télé ou un autre média qui n'avait pas été intégré dans l'équipe par donc Dimitri,
il serait sans doute un peu fâché. Et là, il nous a juste fait un petit signe de la main et il a mis une petite tape à Sacha. Et derrière, Sacha, il a plus pris son skate. Et parmi aussi tes moments forts de ta carrière, il y a eu un anniversaire fin août. Tu vois peut-être là où je veux en venir, mais tu as quand même eu l'occasion d'interviewer un grand monsieur qui malheureusement n'est plus là, mais donc échanger avec Kobe Bryant. Moi, j'ai deux questions sur cet échange-là que tu as pu avoir, donc cette interview par rapport au documentaire de Tony Parker. La première, c'est est-ce qu'on dort la veille, et la deuxième, c'est est-ce qu'on n'a pas la voix qui tremble en face, quoi. Non et non. Non, c'était un peu fou. C'était un peu fou toute cette histoire. Ça faisait longtemps. En fait, j'ai contacté énormément de personnes pour le documentaire sur Tony Parker, qui était un documentaire compliqué à monter, qui a été vendu pendant la pandémie à Netflix. Donc, il a fallu qu'on monte pendant le premier confinement parce que à la base le documentaire n'était pas vendu. Donc, moi, je faisais Gims en même temps, et en même temps, je savais que j'avais ce truc-là aussi. Ah ouais. Donc, j'organisais un petit peu mon travail entre les deux. Tony Parker, je connais. Je suis journaliste sportif à la base. Le basket était mon sport préféré, toujours mon sport préféré. Donc, j'essayais, voilà, de me dire, il me faut lui, il me faut lui, il me faut lui. Kobe Bryant, évidemment qu'il me le fallait. C'est un des premiers que j'ai contacté via sa maison de production. Je pensais que c'était une bonne manière d'amener le truc. Ils ont tout de suite été réceptifs à mes emails. Donc, moi, j'étais super content parce que, voilà. Après, il fallait organiser le tournage. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de prendre l'avion, ils m'ont demandé de double-checker pourquoi c'était, qui était l'agent de Tony et tout ça, parce que le film, encore une fois, n'était pas vendu. Donc, j'ai même reçu des mails, ils me disaient, bon, mais finalement, on va pas le faire. Et là, moi, je suis limite en train d'embarquer pour Los Angeles à ce moment-là. Donc, ça, c'est ça qui est très stressant, en fait, dans ces interviews-là, c'est que tant qu'il n'est pas rentré dans la salle, en fait, c'est pas fait. Tant que les rushs, voilà, tant qu'on n'a pas les cartes dans la machine, rien n'est fait. Donc on est stressé jusqu'au bout. En plus, voilà, quand on voyage comme ça très très loin, on n'y va pas pour une interview. C'est un peu ridicule. Donc évidemment, j'avais d'autres personnes à voir à Los Angeles, notamment Derek Fisher et Terry Porter qui apparaissent aussi dans le documentaire. Donc c'est des interviews qu'on a faites après celle de Tony Parker, de Kobe Bryant dans la même journée. Donc j'avais 3 grosses interviews dans la même journée. Évidemment, celle de Kobe Bryant était la plus importante. Mais quand on connaît l'étendue aussi de la ville de Los Angeles, ben ça aussi c'est un défi. Et donc en fait, moi j'étais pas stressé sur le fait de faire une interview avec une star. Ça, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait une interview avec Cristiano Ronaldo, voilà, avec plein d'autres. Finalement, ce qui est stressant là-dedans, c'est pas ça, parce qu'on sait qu'ils vont faire le job. Ce qui est stressant là-dedans, c'est est-ce que ça va se faire. Et tant que, voilà, par contre, je me souviendrai toujours du moment où Kobe Bryant est rentré dans la pièce. Ah, bon, bah, ça va se faire. Et c'était bien, et c'était super bien, et il était très réceptif au truc, et je pense que ça lui plaisait aussi de parler de Tony Parker, de sa rivalité avec lui, des correspondances qu'il pouvait avoir entre les deux Américains entre guillemets qui ont grandi en Europe. Il y avait beaucoup de points communs entre eux. Ils étaient assez amis. Tony Parker était très touché de sa disparition. Il s'était vu notamment au championnat du monde en Chine en 2019, la dernière fois, je crois. Donc voilà, une expérience folle qui l'est d'autant plus maintenant quand on sait que c'était sans doute sa dernière interview. Et du coup, pour terminer, moi, mon objectif à travers tous ces échanges, c'est d'essayer de mettre en avant des gens médiatisés, moins médiatisés, etc. Finalement, un peu le but aussi pas à la même échelle, mais le but du reportage de l'INSEP, puisque pour le coup, je pense que ça a quand même mis un coup de projecteur à ces athlètes-là, donc c'est ce qui est intéressant aussi, je trouve. Et surtout que pour le coup, sont tous ou plus ou moins pas médiatisés ou peu. Toi, si tu devais dire merci à une personne de ce milieu qui t'a
aider à un moment de ta carrière, quelqu'un qui peut-être t'a fait confiance, qui pour toi aujourd'hui est l'une des raisons, même s'il y a plein de rencontres dans une vie qui font que, t'en es là aujourd'hui, à qui tu dirais merci spontanément? Et il y a beaucoup de personnes parce que, en fait, le plus dur, on en parlait au début, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de? Et Mmh. c'est vrai que on peut faire toutes les écoles qu'on veut, tous les stages qu'on veut, toutes les études qu'on veut. À partir du moment où on se lance sur le marché du travail, euh, voilà, soit on a une confiance en soi extrême et on veut tout croquer, et on se sent capable de tout faire et on va être très très fort pour se vendre de partout. Voilà, je pense que c'est pas le cas chez la majorité des gens. Mmh. Et donc on a tous besoin à un moment de quelqu'un hiérarchiquement au-dessus de nous qui nous dit vas-y, ça tu peux le faire. Et donc il y en a eu plein dans ma carrière, mais évidemment je suis obligé de parler d'Eric Enzo qui est le patron chez Black Dynamite qui m'a pris entre guillemets en tant que journaliste sportif et qui m'a transformé au fil des différents projets en réalisateur de documentaires. Je me souviens que quand je finis le documentaire sur Karim Benzema avec Damien Piscarel en co-réalisation, je me retrouve à faire un documentaire sur le stand-up parce que j'adore ça aussi. J'adore l'humour, j'adore les spectacles, j'adore cette culture-là. Et voilà, j'étais sans doute là au bon moment pour avoir cette opportunité-là, mais il y aurait peut-être eu plein d'autres personnes qui auraient dit non mais lui c'est un journaliste de foot, tu vas pas lui donner, tu vois. Voilà, il faut aussi prendre le temps de voir ce que les gens peuvent faire, ont envie de faire, de discuter avec eux et de se dire que un journaliste sportif, parfois, il aime aussi la culture, le cinéma, la musique, et qu'il est capable de faire plein d'autres choses. Et donc, voilà, c'est un conseil que je donnerais à plein de personnes, c'est de trouver à chaque fois ce supérieur hiérarchique qui va vous faire dépasser votre fonction et vous enlever une étiquette pour avancer. Je suis d'accord avec toi. Et écoute, en tout cas, je te remercie pour cet échange, pour ce temps accordé à m'expliquer un peu ton métier, les coulisses, etc. Et puis, en tout cas, je te souhaite du coup plein d'autres projets de sport ou pas de sport. Je sais pas s'il y a déjà des trucs prévus, mais en tout cas, bonne continuation. Et puis, à bientôt pour voir ton prochain reportage, quoi. Merci beaucoup Hugo. C'était très sympa. Euh, je pense que voilà, c'est ce genre de projet aussi qui permettent aux gens qui doutent un peu, qui savent pas forcément comment y arriver ou quel chemin prendre pour faire quel que soit le milieu, quel que soit le projet d'ailleurs pour réaliser quelque chose. C'est ce genre de petites interviews qui peuvent aider. Moi, j'en regarde beaucoup. Moi, tous les jours aussi, je doute de savoir ce que je vais faire, de savoir comment je vais le faire. Et j'aime beaucoup écouter des podcasts ou regarder ce genre de vidéos ou des personnes que j'admire ou pas d'ailleurs. J'écoute beaucoup d'interviews de réalisateurs de documentaires, de réalisateurs de cinéma aussi. Et je suis toujours intéressé de voir quelle est leur manière de fonctionner. Et donc voilà, si ce genre de programme peut aider certains, avec plaisir. Merci. Et puis, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés du fait de regarder le reportage, si ça n'a pas été vu pour certains d'entre vous, je mettrai les liens d'accès déjà au premier épisode qui est sur YouTube. Je sais pas s'il y a les autres encore sur. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sur la plateforme de France.tv. Ouais, ok. Et même sur les différentes box, c'est assez accessible. Et sur Internet, c'est 2 clics et vous avez les 8 épisodes d'un coup, gratuitement. C'est ça aussi qui est important. Je mettrai tout ça. Merci beaucoup. Merci Hugo.